On pense souvent que pour être souple, il faut s'étirer. C'est c'est presque un réflexe, quoi. On finit sa séance de sport, hop, quelques étirements pour gagner en amplitude. Oui, tout à fait. Et si, en fait, la musculation, l'entraînement en résistance, était tout aussi efficace, Hmm. et si on pouvait développer sa force et sa souplesse, en même temps, avec les mêmes exercices? Eh bien, cette question, elle est tellement fondamentale qu'une équipe de chercheurs a décidé de vraiment creuser le sujet. Ils ont publié ce qu'on appelle une méta-analyse. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont compilé toutes les études sérieuses existantes pour avoir une vision globale. C'est un travail colossal, hein, publié en 2023 dans la revue Sports Medicine. Et c'est justement ce corpus de recherche qu'on va explorer ensemble. Ils ont pris les résultats de 55 études différentes, ça représente plus de 2700 participants. C'est énorme. Notre mission, c'est de décortiquer ça pour comprendre ce que la science nous dit. Est-ce que la musculation peut vraiment remplacer les étirements pour la souplesse? Et surtout, dans quelles conditions? C'est une question qui vient vraiment bousculer des décennies de pratique, quoi. On s'apprête peut-être à déboulonner quelques mythes. J'adore ça. Alors, allons droit au but. Quelle est la grande conclusion de cette méta-analyse? La conclusion, elle est assez nette et, pour certains, carrément surprenante. L'entraînement en résistance, donc la muscu avec des charges externes, que ce soit des poids, des machines, Des élastiques aussi. des élastiques, oui, ça améliore significativement l'amplitude de mouvement. Pour les amateurs de chiffres, on a une taille d'effet de 0,73. C'est considéré comme un effet modéré, mais très, très solide. D'accord. Donc c'est acté. Soulever des poids nous rend plus souples. Mais la vraie question, la question qui tue, c'est comment ça se compare aux étirements classiques, ceux qu'on nous dit de faire depuis toujours. C'est ça, c'est le cœur du réacteur. Le résultat le plus marquant de l'analyse. Quand on compare directement un groupe qui fait uniquement de la muscu à un groupe qui fait uniquement des étirements, Oui. on ne trouve aucune différence statistiquement significative. Attends, aucune. Aucune. L'écart est minuscule. La taille d'effet est de seulement 0,08 et la valeur P de 0,79. Ah oui, 0,79. Donc en langage courant, ça veut dire que la différence qu'on observe est quasi certainement due au hasard. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a 79% de chances que cette toute petite différence soit juste le fruit du hasard. En clair, les deux méthodes sont équivalentes pour gagner en souplesse. Alors là, si je comprends bien, ça change tout pour moi. Toute ma vie, on m'a dit de m'étirer après le sport pour la souplesse. Mhm. Et cette étude est en train de me dire que la séance de squat que je venais de faire faisait déjà le travail. C'est une sacrée remise en question. C'est précisément la conclusion. Sur ce critère-là, l'amélioration de l'amplitude de mouvement, les deux approches se valent. Du coup, la question qui vient juste après, c'est celle du cumul. Si je fais de la musculation et des étirements, est-ce que je deviens super souple? Est-ce que 1 + 1 = 3? C'est une excellente question et l'étude y répond de manière tout aussi claire. Et la réponse est non. Ah, Non. Là encore, si on compare un groupe qui ne fait que s'étirer à un groupe qui combine les deux, on ne voit aucune différence significative. La taille d'effet est de moins 0,001. moins 0,001. C'est zéro, en fait. C'est zéro. L'effet n'est absolument pas additif. Alors ça, c'est difficile à croire. L'idée que plus on en fait, mieux c'est, est tellement ancrée, t'es en train de dire que des générations de coachs qui nous ont fait faire des étirements après la muscu se trompaient. Disons que si l'unique objectif était d'améliorer l'amplitude articulaire, cette pratique semble redondante. D'accord. L'idée, c'est une sorte de stimulus maximal. L'entraînement en force avec une amplitude complète semble déjà cocher la case amélioration de la souplesse. Le corps a reçu le message. C'est ça. Ajouter des étirements par-dessus, c'est un peu comme envoyer le même email 2 fois. Ça n'apporte rien de plus sur ce plan spécifique. L'image est parfaite. Donc, si on suit cette logique, on peut jeter nos tapis de yoga et ne faire que soulever des poids. J'imagine que c'est un peu plus complexe que ça. Bien sûr. Et les nuances sont capitales. L'étude a analysé les différents types d'exercices et c'est là que ça devient très instructif. Les entraînements avec des poids libres, donc les barres, les haltères, Ok, ceux sur des machines, avec des bandes de résistance ou même le pilates, ont tous montré des gains de souplesse clairs et nets. d'accord. Donc, poids, machine, bande, ça marche. Mais est-ce que ça s'applique à toutes les formes de muscu? Je pense aux exercices au poids du corps, par exemple.
C'est très courant. Une pompe, un squat à vide, est-ce que ça a le même effet? Et voilà la nuance cruciale. Non, c'est le détail fondamental pour tout comprendre. Les exercices réalisés uniquement au poids du corps n'ont pas montré d'amélioration significative de la souplesse. La valeur P était de 0,11. 0,11. On est juste au-dessus du fameux seuil de 0,05. Comment on interprète ça simplement? Pour simplifier, en science, on a ce seuil de 0,05, soit 5% de chance que le résultat soit dû au hasard. En dessous, on dit que c'est significatif. Au-dessus, comme ici avec 0,11, on ne peut pas conclure que ça marche de façon fiable. La petite amélioration observée pourrait juste être de la chance. Mais pourquoi Nili? Qu'est-ce qu'un squat avec une barre à deux si différents d'une pompe pour que l'un rende souple et l'autre pas? L'hypothèse des auteurs, qui est très convaincante, c'est que tout est lié à l'amplitude du mouvement et à la charge. Prends un gobelet squat, avec un poids lourd contre la poitrine. Oui, je vois. Le poids te tire vers le bas, il t'aide à descendre profondément, à ouvrir les hanches au maximum. Tu sens cet étirement intense dans les adducteurs, les fessiers. C'est presque un étirement forcé, mais actif. La charge aide à aller plus loin. Exactement. La charge externe te pousse à explorer une amplitude que tu n'atteindrais peut-être pas tout seul. Ok. Maintenant, la pompe. Ton amplitude est physiquement limitée par le sol. Tu ne peux pas descendre la poitrine plus bas que tes mains. Même si tes épaules et tes pecs pourraient s'étirer davantage, le sol t'arrête. On n'atteint pas cette amplitude maximale. C'est une nuance essentielle. Donc ce n'est pas la musculation en soi, mais la musculation pratiquée avec une amplitude de mouvement complète. Et la charge externe, c'est souvent ce qui permet d'atteindre et de contrôler cette amplitude. C'est la conclusion la plus probable. La charge semble être le facteur déterminant pour encourager cette amplitude complète qui, à son tour, génère les gains de flexibilité. Fascinant. L'étude s'est aussi penchée sur le profil des participants. Est-ce qu'on réagit tous de la même manière? Un athlète de haut niveau et une personne sédentaire, par exemple? Non. Et là aussi, la conclusion est très nette. Les personnes qualifiées de non entraînées et sédentaires ont montré des gains d'amplitude significativement plus importants que les personnes déjà entraînées ou actives. On a des chiffres pour se rendre compte de l'écart? Oui, et l'écart est impressionnant. La fameuse taille d'effet était plus du double pour les débutants. On est à 1,042 pour les personnes sédentaires, c'est un effet large, Ah oui, énorme. contre 0,43 pour les sportifs confirmés. Ça reste significatif, mais c'est un effet petit à modéré. C'est logique, d'une certaine manière. Plus on part de loin, plus la marge de progression est grande. C'est un principe connu. Mais c'est quand même encourageant de voir que même les personnes déjà actives peuvent encore progresser. Exactement, on n'est jamais arrivé. Et ce qui est tout aussi intéressant, c'est de regarder les facteurs qui n'ont eu aucun impact. Ah! L'analyse statistique n'a montré aucun effet de l'âge, de la durée totale du programme en semaine ou de la fréquence des séances par semaine. Ça, c'est surprenant. On pourrait penser qu'un programme de 12 semaines serait plus efficace qu'un de 6, ou que 3 séances par semaine valent mieux que 2. Sur la durée des protocoles étudiés, ça ne semble pas faire de différence. De même, aucune différence entre les hommes et les femmes ou selon le type de contraction. Concentrique ou excentrique, le simple fait de faire le mouvement complet sous charge semble être le facteur qui écrase tout le reste. D'accord. Alors, on arrive à la grande question. Comment ça fonctionne? Comment diable est-ce que soulever des poids peut nous rendre plus souples? Quels sont les mécanismes derrière tout ça? C'est le cœur du sujet. On passe de l'observation à l'explication. L'article explore plusieurs hypothèses, il en écarte certaines et en privilégie une en particulier. Alors, première piste. La première, ce sont les adaptations neurales. L'idée, c'est que le cerveau apprendrait à moins activer les réflexes de protection qui contractent un muscle quand on les tire trop. D'accord. Mais les auteurs jugent ça peu probable ici. Ce genre d'inhibition des réflexes, c'est plutôt le résultat d'étirements statiques longs, passifs. Pas de mouvement dynamique sous charge comme en muscu. Donc on met cette hypothèse de côté. Ok, exit l'hypothèse purement nerveuse. La suivante. La deuxième piste, ce sont les changements morphologiques dans la structure physique des tissus. Et là, ça devient paradoxal. On sait que l'entraînement en résistance a tendance à augmenter la raideur des tendons. Ah oui. C'est une bonne chose, un tendon plus raide transmet mieux la force, c'est comme avoir un câble plus direct entre le muscle et l'os. Mais raideur et souplesse dans ma tête, ce sont des antonymes. Un tendon plus raide ne devrait pas limiter l'amplitude. C'est exactement le paradoxe. D'un côté, le tendon se rigidifie, ce qui semble mauvais pour la souplesse, mais de l'autre, l'entraînement peut aussi allonger ce qu'on appelle les fascicules musculaires.
Donc l'effet global est un équilibre complexe. Ce n'est pas d'une explication simple et directe. D'accord. Ce qui nous amène à la troisième hypothèse, celle qui semble tenir la corde. Oui, et c'est celle de la tolérance à l'étirement. C'est une idée qui redéfinit un peu ce qu'on appelle la souplesse. C'est-à-dire, La souplesse ne serait pas seulement une question d'élasticité de nos tissus, comme un élastique plus ou moins extensible, ce serait aussi, et peut-être surtout, une question de perception. Jusqu'où peut-on aller avant que le cerveau ne tire la sonnette d'alarme et envoie un signal de douleur pour nous dire d'arrêter? cette idée de tolérance à l'étirement me parle beaucoup. C'est la sensation qu'on a tous eue en essayant de toucher ses pieds. Ce n'est pas le muscle qui va casser, c'est notre cerveau qui hurle «Stop, danger!». C'est ça. L'idée serait donc que soulever des charges lourdes, en amplitude complète, apprend au cerveau à se calmer un peu. C'est exactement ça. En s'habituant régulièrement aux tensions importantes exercées par les charges en fin d'amplitude, le système nerveux apprend à tolérer un étirement plus grand. Il repousse le seuil de déclenchement de l'alarme. D'accord. On n'augmente pas forcément l'élasticité de la bande de caoutchouc, mais on augmente notre capacité à tirer dessus avant que le cerveau ne panique. C'est ça qui nous permet concrètement d'aller plus loin. C'est une perspective complètement différente. On travaille moins sur le matériel, le muscle, que sur le logiciel, le système nerveux. C'est la théorie la plus plausible, oui. On éduque notre cerveau à accepter comme sûr des positions qu'il considérait avant comme dangereuses. Alors au final, que retenir de tout ça pour une personne qui va à la salle 3 fois par semaine? Faut-il annuler son cours de yoga? Non, certainement pas. Les auteurs sont très clairs là-dessus. Le message, ce n'est pas que les étirements sont inutiles, mais qu'ils ne sont peut-être pas indispensables pour la souplesse. Si, et le si est important, on a déjà un programme de muscu bien structuré qui utilise une amplitude de mouvement complète. C'est donc avant tout une question d'efficacité. Si on est pressé, on peut avoir les bénéfices de force et de souplesse en une seule séance. C'est du 2 en 1. Précisément. Pour quelqu'un qui a 1 heure pour s'entraîner, savoir que ses squats profonds comptent aussi pour sa souplesse de hanche, c'est une information précieuse. Bien sûr. Cependant, les étirements gardent toute leur place dans d'autres contextes. Pour un danseur ou un gymnaste qui a besoin d'amplitude extrême, bien au-delà de ce que la musculation peut offrir. Ou dans un échauffement, avant une compétition, j'imagine. Exactement. Un entraînement lourd serait contre-productif, alors que des étirements dynamiques sont parfaits. Et puis il y a l'aspect bien-être, tout simplement. On ne s'étire pas toujours pour la performance. Absolument. Pour beaucoup de gens, s'étirer, c'est un moment de calme, de connexion à son corps, de relaxation. C'est une pratique qui a sa propre valeur. La musculation n'est pas toujours le meilleur outil pour ça. Il faut choisir le bon outil pour le bon objectif. En résumé, l'idée reçue selon laquelle seuls les étirements rendent souples est sérieusement bousculée. L'entraînement en force, s'il est pratiqué intelligemment, peut être aussi notre entraînement de souplesse. On n'a plus à choisir entre être fort et être souple. C'est une excellente synthèse, et je trouve que ça nous pousse à une réflexion encore plus profonde. L'étude montre ce phénomène où un même entraînement, la muscu, peut à la fois raidir les tendons, ce qui est bon pour la force. Et augmenter l'amplitude articulaire, ce qui, comme on l'a dit, semblait totalement contradictoire. Exactement. Et ça nous amène à nous demander si notre définition classique de la souplesse, souvent associée à un muscle détendu, long, élastique, est vraiment complète. Et si la véritable souplesse fonctionnelle, celle qui nous sert tous les jours, ne résidait pas tant dans la capacité des tissus à s'allonger mollement que dans la capacité du système nerveux à contrôler la force aux limites de nos articulations. Tu veux dire que la vraie souplesse, ce n'est pas d'être lâche, mais d'être fort, même en position étirée. C'est la question que ça soulève. Peut-être que la flexibilité ultime, c'est la confiance du cerveau dans la capacité des muscles à gérer la tension dans des positions extrêmes. Ce n'est plus une question de passivité, mais de contrôle actif. Et si c'est le cas, alors il est parfaitement logique que l'entraînement en force soit un des meilleurs moyens de la développer. C'est peut-être ça la prochaine frontière de notre compréhension du mouvement.